L'actualité de la campagne électorale pour commencer, le candidat Floribert Anzuluni a lancé sa campagne à Fizi-Centre. Il est arrivé le week-end dernier. Le candidat Félix Tshisekedi était à Guébena dans le sud de Ubangui pour reconnaître les candidats de l'étranger. Dit-il, c'est simple, posez-leur la question de savoir qui agresse l'Est de la RDC, a-t-il tonné devant la population, lui demandant un second mandat pour poursuivre le travail déjà entamé. La porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, a annoncé par ailleurs que le chef de l'État est obligé d'interrompre momentanément sa campagne électorale pour aller représenter la RDC à la rencontre de grande portée internationale qui est la COP28 son séjour sera bref de 24 heures maximum. Le candidat numéro 3, Moïse Katumbi, était à Beni et Butembo le week-end dernier. Il a également dénoncé pour sa part le candidat de l'étranger pour Moïse Katumbi. Le candidat de l'étranger, et c'est lui qui a fait 666 voyages en 5 ans pour la jouissance. Entre-temps, Tata Pogno séjourne déjà à Kindu, au Maniema, où un accueil chaleureux lui a été accordé. Enoch Ngila sera donc aussi notre invité ici à Congo Buzz dans quelques instants. Pour sa part, le candidat numéro 21, Martin Fayulu, était à Kisangani où il a tenu un grand rassemblement devant la population boyomaise. Celui-ci appelle aux sanctions des dirigeants actuels par le vote. Au niveau de la CEDI, nous n'avons pas de preuve qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre, même s'il y en aura. Nous n'avons pas de certitude que ça va se dérouler dans les meilleures conditions de transparence. Cela veut dire qui risque de désordre dans notre pays, a déclaré le cardinal Fridolin Ambongo, appelant la jeunesse à ne pas se laisser manipuler. Mesdames et messieurs, deux sujets nous réunissent aujourd'hui. Premièrement, le concept de candidat de l'étranger. De quoi parle-t-on exactement? Quel est le contenu de ce concept? Deuxièmement, non-financement de candidats de l'Union sacrée de la nation possible. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas financés jusque-là? Est-ce qu'il est possible de corriger? Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Grande Tribune. 4 invités jusque-là. Je commence par le tout nouveau, M. Charles Lita Betty, chercheur et membre de la société civile congolaise. Bonjour, merci de prendre part à ce débat pour la première fois. Monsieur Mike Gardidiana, lui il est également analyste et communicologue. Oui, formation. Communicologue et généralement avec la casquette de communicateur stratégique. Patron de Spine Corporate Communication. Merci beaucoup. Monsieur Mike Gardidiana, Monsieur Alain Parfait Ngoulungu, lui également analyste politique, il est également chercheur au Centre d'études politiques à l'Université de Kinshasa. Centre d'études politiques à l'Université de Kinshasa. Le dernier, c'est Monsieur Thierry Moukelekele, analyste et communicateur social. Merci bien. Merci beaucoup, messieurs, d'être avec nous. On va directement donner la parole à chacun d'entre vous pour commenter l'actualité. Les candidats s'entre-accusent, certains dénoncent les candidatures de l'étranger. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est celui qui s'en illustre le plus en plus en dénonçant les candidats de l'étranger qui sont incapables de citer l'agresseur rwandais du côté de l'opposition. On parle également de la candidature de l'étranger, de celui qui a fait plusieurs voyages pour la jouissance. Alors, quel est le contenu de ce concept candidature de l'étranger? Je commence avec vous, Monsieur Mike. Quel contenu de vous? Bon, je sais que vous voulez peut-être faire un petit commentaire, un petit biscuit avant de répondre à cette question. Non, mais vraiment pas un biscuit, parce que je crois que j'ai l'habitude de vous dire ici, moi, mon plus grand combat, c'est pouvoir assainir la qualité du débat public, parce que pour moi, c'est un indicateur de l'évolution de la société. Un débat public de qualité révèle les vraies aspirations du peuple, mais aussi les ambitions. Mais je crois qu'aujourd'hui, au-delà de ça, dans la politique active, faut aussi soutenir des gens qui regorgent un tout petit peu de valeur. Et je crois que la seule fois, les gens n'ont pas, j'ai pas l'habitude de le faire, mais les gens vont peut-être le voir pour la première fois. Je soutiens quelqu'un parce que c'est un ami de très longue date, c'est quelqu'un en qui je crois fermement. Je pense qu'au-delà de nos anciens collègues de la corporation qui se sont retrouvés dans la politique au Parlement et autres, lui pourra faire peut-être les choses différemment, parce que s'il ne le fait pas, on sera derrière pour taper sur lui. Je crois que je demanderai juste, parce que je suis depuis 3 mois aussi habitant de Bandal,
de dire à la plupart de gens qui vivent dans cette commune de pouvoir faire confiance à Patrick Eyalé, que vous connaissez très bien, qui, je dirais, est le plus permanent sur le plateau de Congo Buzz, généralement pour parler des questions de société, notamment avec entre le ligne de Dan. Je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur, quelqu'un d'intelligent, surtout. Mais aussi, je crois que quelqu'un qui a pris suffisamment du temps, parce que Patrick voulait aller en politique depuis 2006. Il avait dit c'est pas encore le moment. S'il y va, certainement, c'est parce que maintenant c'est le temps. Et je crois que moi, il a tout mon soutien. Je sais qu'il y a beaucoup d'amis dans la corporation, mais je commencerai par lui parce que je ne peux parler que de quelqu'un que je connais très bien, que j'ai vu faire des choses qui, moi, m'ont émerveillé, de par sa posture et de par sa capacité d'analyse sur les questions de la société. Merci beaucoup, M. Mike Gardidiana. Il est le numéro combien encore? Le numéro 54, provincial Bandalunga. Provincial Bandalunga, M. Patrick Eyalé, tout notre soutien et bonne chance à vous. Espérons que vous serez au cours de la législature prochaine à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Alors, M. Thierry Moukelekele, à vous la parole. Quel contenu donnez-vous au concept de candidat de l'étranger? Je crois que vous avez suivi également cette guerre entre candidats. Pour vous, quel contenu donnez-vous à ce concept? Merci bien, mais d'abord je fais un coucou à mes amis de la prison militaire d'Indolo. Comme d'habitude, chaque fois que je passe, je dois rappeler aux autorités qu'il y a des gens qui vivent dans des conditions pas très humaines. Alors chaque fois que j'ai l'occasion, je rappelle que les autorités doivent se rappeler de nos amis et frères d'Indolo pour qu'on voie comment dégager leur souffrance. Alors, candidat de l'étranger, nous sommes là face à des rhétoriques purement propagandistes. Jusque-là, la communication que nous, on était en train d'attendre est vacillante. Nous, on pensait voir des candidats qui viendraient présenter des projets et défendre des projets. Mais une semaine après, plus la campagne a démarré par des colibés et des attaques perso. Le terme candidat de l'étranger, je ne peux pas m'imposer et l'imposer à la consommation de la population, dans ce sens où tous les deux candidats qui ont sorti ces termes sont congolais. Et tout citoyen qui a des activités, que ce soit politique ou autres activités, même des activités caritatives, travaille toujours avec un prochain, et ce prochain peut être au-delà de son cercle et même au-delà de son pays. Donc on arrive toujours à travailler avec l'étranger, soit à l'étranger ou soit l'étranger vient vers vous. Donc pour moi, j'aurais souhaité que qu'on ne puisse pas nous amener dans une diversion, qu'on reste dans le cadre purement de projets et de programmes. Il y a un candidat qui est obligé de présenter son bilan et de faire des projections. Et il y a un candidat qui est appelé à faire un programme dans ces projets à réaliser. Jusque-là, tous les candidats sont en train de grignoter. Personne n'est resté dans le cadre de communication où les gens doivent comprendre que nous devons donner la voix à tel parce que il avait promis ça, il a réalisé. Il avait promis ça, il a réalisé à 50%. Il avait promis ça, il n'a pas réalisé. Et aujourd'hui, il reconnaît que ça, il n'a pas fait. Ça, il a fait. Ça, il n'a pas fait. Ça, il a fait. Maintenant, il veut qu'on lui donne la confiance pour continuer. Nous avons besoin d'un message. Est-ce qu'au regard de ce qui se fait, au regard de ce qui a été fait, au regard de ce qui se constate, y a-t-il pas réellement un candidat qu'on peut clairement dire qu'il est candidat de l'étranger? Au regard de certains critères, certains éléments d'évaluation? Non, personne n'a le baromètre de dire que tel est de l'étranger. Personne.
personne. Nous vivons dans une vase close. Personne ne peut se déroger parce que même les Français, on a vu Macron, on a vu Sarkozy chercher le soutien en Afrique et même de l'argent en Afrique. Vous direz que Macron ou Sarkozy... On ne va pas se tromper que l'étranger a une certaine influence sur les politiques africaines généralement et de la RDC. Des part et d'autre, parce que les États-Unis, pour convaincre au niveau des Nations Unies, ont besoin des étrangers africains qui n'ont pas la même capacité de force militaire et tout, mais ils ont besoin de leur voix. Donc nous tous, nous allons vers l'étranger pour nous compléter. C'est pourquoi moi je voudrais que dans la campagne, qu'on ne puisse pas aller dans la diversion, qu'on reste dans ce que le peuple veut entendre, comprendre, pour qu'on puisse vous obtenir la voix. Prenons l'exemple de cette histoire de Moïse Katumbi sur sa nationalité. La loi de 2004 est claire. Du fait que Moïse a un père juif et une mère congolaise, la loi de 2004 dit que Moïse est congolais de par sa maman. C'est ce que la loi dit. Et quand la loi est votée en 2004, Moïse n'était même pas dans une configuration où il voulait être politique. Non. Ça dit que sur cette question de nationalité, c'est obsolète. Il faut que les gens changent de stratégie. Et surtout, nous qui sommes appelés à l'intelligence, c'est de beaucoup lire nos textes et nos lois. Les lois existent. Vous savez, des fois les gens oublient. Merci beaucoup. Je chute. Des fois les gens oublient que depuis bientôt, nous sommes en 2023, la Constitution elle est de 2006, c'est ça? Ouais. Et puis rééditée en 2011. Depuis toutes ces années, les parlements ont sorti des lois. Même avant, il y a eu des lois. Sur la nationalité. Que ce soit sur la nationalité ou sur autre chose. Okay. Ça dit qu'à un moment donné, on peut faire de colibés, des attaques, mais à un moment, on se ressaisit pour garder un peu la notoriété sur ce que nous sommes en train de faire pour et vous, de dire. C'est une diversion, carrément. C'est une diversion. Merci beaucoup, monsieur. Je peux, Dan ? Vous voulez placer un mot ? Oui. Allez-y. Je crois que, consécutivement à la question, je crois qu'il y a deux aspects que moi je voulais épingler. La première est dans l'approche sociétale de ce concept. Il y a une nuance entre le candidat étranger et candidat de l'étranger. Si vous voulez remonter à la jeunesse, je vais dire aux gens, si la loi Tiani n'a pas eu d'écho dans sa forme d'un document ayant force de loi, sur l'approche sociétale, cette loi-là a fini par gagner chaque camp et devenir un argumentaire politique. Mais, quand par exemple, je comprends que si vous voulez me dire que la communication fait défaut dans la campagne, même du candidat sortant, la réponse est oui. La communication pose problème. Mais cependant, je crois qu'il s'accroche sur un élément essentiel qui est devenu presque un phénomène, qui a fini par gagner même l'opposition. Suivez la dernière déclaration de Martin Fayulu, vous vous rendrez compte que cet argumentaire-là de candidat de l'étranger a fini par gagner même l'opposition. Mais c'est quoi l'esprit derrière? L'esprit derrière, c'est qu'on veut activer la fibre affinité de Congolais. Ils savent que le Congolais est beaucoup plus attaché à ses liens qu'à sa raison, en fait. C'est un argument de campagne ou... Si, c'est un argument de campagne. C'est un argument de campagne. Parce que même Barack Obama a été traité d'arabe, d'un parvenu africain et autres, mais seulement le problème c'est que, à la différence près d'une culture où la raison prime sur les autres considérations sentimentales. Et aussi, ils savent que les Congolais sont allergiques pour un État qui subit régulièrement des agressions. Quand vous qualifiez quelqu'un de l'étranger, sur le plan sociétal, vous le clouez. Le Congolais s'est replié, un repli sur soi est devenu presque une nature de Congolais. Et quand vous parlez de question de l'État, vous n'avez qu'à suivre la plupart des fois, pour vous dire que c'est un argument de politique qui date aussi depuis longtemps, les Congolais ont l'habitude souvent de remettre en question la nationalité même des gens qui gèrent.
commencer par Mobutu, on vous dira qu'il était centrafricain, non, il était congolais. C'est une habitude. Parce qu'on est très attaché à nos valeurs internes, on est trop attaché à nos origines. Et c'est devenu un argumentaire. Et au-delà de ça, la loi Tiani, même si ça n'a pas été examiné, a fini par produire des effets sociétals qui aujourd'hui devenaient un argument face à un candidat qui lui estime que lui vient avec l'idée de pouvoir défendre un bilan, les autres viennent avec des présomptions et l'utilisent en s'aguse. Mais au-delà de ça, il y a une dimension aussi continentale. Est-ce que c'est fondé, traiter de son concurrent, de candidat de l'étranger? Fondé ou pas, je ne pense pas que c'est à moi de pouvoir m'ériger en juge. Je vous ai toujours dit la campagne électorale. Si, je vous dis que c'est fondé sur le plan communicationnel. Ça peut s'utiliser. La preuve aujourd'hui, cette dynamique est presque continentale. L'hostilité de l'Afrique vis-à-vis de ses anciens colons est aussi un élément utilisé dans cette fibre-là pour déstabiliser. Quand on qualifie des candidats de l'étranger, on ne va pas se voiler la face. Il y a 2 candidats qui sont mis dans ce box-là, c'est Moïse Katumbi et Denis Mukwege. Parce qu'on estime que c'est des gens qui vivent de l'appui ou encore qui sont poussés par la communauté internationale. Est-ce que c'est vrai? Non, je vous dis que... C'est justifié qu'ils sont poussés par la communauté internationale. Non, mais moi, je ne peux pas les justifier. Ils sont soutenus par la communauté internationale. Moi, je ne peux pas les justifier. En droit, on dit c'est celui qui accuse, c'est celui qui accuse de pouvoir apporter les preuves. Moi, j'accuse pas. Moi, j'analyse le contenu communicationnel du pouvoir en place. Et aussi, c'est bon qu'on utilise pour expliquer aux autres que c'est mené à l'hégémonie. Parce qu'il ne faut pas oublier, Tshisekedi n'est pas le fruit. C'est une diversion. Tshisekedi n'est pas le fruit d'une communauté internationale. Il est le fruit presque d'une stratégie de contournement de cette communauté. Mais vous l'affirmez ou vous ne l'affirmez pas en même temps? Vous dites que Tshisekedi est le fruit de la communauté internationale. Oui, donc il y a certains qui ne sont pas les fruits de la communauté internationale. Qui a géré le pouvoir qui n'est pas fruit de la communauté internationale? Lui, il est au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir pas par la bénédiction de la communauté internationale. C'est ce que je veux te dire. Maintenant, à ces niveaux-là, je crois qu'il veut utiliser cet argument pour rappeler aux gens qu'il ne faudra pas qu'on retourne à la case départ. Je vous dis que c'est une stratégie qui peut être utilisée. Communicationnelle. Alors, mais pourquoi Katumbi et Mukwege pourraient être considérés comme état candidat de l'étranger, de façon plus approfondie? Non, je vous ai dit, si vous m'emmenez de manière plus approfondie, je ne peux pas vous le dire. On tomberait dans les arguments politiques et moi ici, je ferais de la contre-campagne pour des autres candidats qui sont en course. Mais de manière superficielle, ça, je peux le faire. Le fait, les liens qu'on peut établir entre, que ce soit Moïse Katumbi, que ce soit Denis Mukwege avec le Mont Ibrahim, le groupe Soros, ces grands parrains politiques de l'extérieur, qui aussi, il faut le rappeler, étaient le parrain de la rencontre de Genève. Et de l'Afrique du Sud. Il faut le rappeler. Ça veut dire que ce sont des liens établis depuis toujours dans le rapport politique chez nous. Et dès lors que les gens se mettent sous cette coupe-là, facilement on dit candidat de l'étranger, c'est un argument. Mais je reviens sur l'élément essentiel maintenant, je veux chuter par là, dans les arguments. La faiblesse de cette campagne et ces errata de communication, qui est presque, à mon avis, la communication dans une approche belliqueuse, c'est aussi un problème culturel. Et je vous ai toujours dit sur ces plateaux, le Congo a évité le débat de fond. Quand, dans les débats publics, les arguments qui tiennent sur les différents plateaux, sur les différents think tanks des discussions, c'est des arguments du genre d'ailleurs il y a Zakarabisoté, d'ailleurs il y a Salagailogoté, ce n'est que de digression. On ramène les débats dans une dimension sentimentale. Or, dans les sentiments, la violence verbale intervient très rapidement. C'est ça notre problème. Ce qui fait que dans la communication chez nous, il suffit de regarder ce qui représente les débats. Vous verrez que les meilleurs communicateurs, c'est des gens qui arrivent avec cette approche belliqueuse, insulter, taper sur le gens. Ils passent plus de temps à dire ce qu'il y a du mal de l'autre, qu'est-ce que lui propose réellement. Et ça, malheureusement, regardez, c'est la culture électorale. On arrive, et politique on vote quelqu'un sans pour autant savoir qu'est-ce qu'il nous propose dans le fond. En fait, il passera son temps à taper sur l'autre. C'est vraiment, je vais le dire en lingala. Les politiques, il y a pas les aka. Nous deux, on n'a pas la taille. Ça, c'est le schème congolais, malheureusement. Et c'est pas un mal abstrait, c'est une réalité et ça gagne, surtout dans la politique. C'est devenu presque un argument que chacun utilise. Or, la meilleure façon de nous épargner, c'est que nous soyons exigeants, vous surtout, qui animez les plateaux, soyez exigeants. Vous arrivez, ok, mais le problème, c'est pas de nous dire ce que Moïse Katumbi n'est pas. Dis-nous, tu nous proposes quoi? Exactement. Monsieur Charles Lita, je vous donne la parole. Quel est votre point de vue à ce sujet?
Oui, concept candidat de l'étranger. Bon, d'abord, je vous remercie pour cette opportunité. C'est ma toute première fois d'assister dans cette émission et je suis reconnaissant. On va donner la parole parce qu'il est temps où chacun des Congolais doit apporter quand même sa lecture par rapport à ce qui se passe au pays. Je suis de la société civile, en même temps le concepteur de la bomontologie, la science du bon sens. Je pense que la bomontologie dans les jours à venir sera érigée en une science qui va nous aider à comment orienter notre réflexion. Et on ferme la parenthèse, c'était une parenthèse. Mais pour revenir à la question, je pense à l'étape où nous sommes, c'est l'étape des programmes. En fait, les candidats devaient faire face à leur potentiel électeur, c'est-à-dire de présenter leur programme. Et pour le chef d'État, ça doit être un bilan. Et déjà, il avait un programme depuis les élections précédentes. Et dans ces programmes, il avait parlé de 15 piliers qui ont été repris par 4 grands secteurs. D'où je peux citer la politique, la défense. Le premier pilier, c'était la défense, la sécurité et la politique. Le deuxième pilier, c'était l'économie et finances. Le troisième pilier, c'est la reconstruction, les sociales. Le quatrième pilier, les sociales et les culturelles. Alors, si on doit les juger, ou s'il doit passer un message, il doit communiquer. Parce que déjà dans la campagne, il faut savoir, d'abord, il faut présenter son programme et puis communiquer sur les programmes. Pour le chef de l'État, il doit communiquer sur les avancées de son programme. Ensuite, réunir ses partisans. Alors, il s'avère dans cette communication, il y a des propos tels que les candidats de l'étranger. Alors, les candidats de l'étranger, moi j'ai dit, parce qu'en politique, j'en interpelle aux candidats présidentiels de toujours faire attention à ce qu'ils posent comme acte ou leur attitude vis-à-vis des événements de l'heure. Moïse Katumbi n'a pas toujours communiqué, n'a pas donné une position claire face à la guerre d'agression. Parce que nous sommes dans une phase où le Congo est agressé. À l'époque, on ne citait pas le Rwanda, mais actuellement, les chefs de l'État ont eu le courage de citer quand même le Rwanda. Et je crois que tous les Congolais, il y a eu même phénomène de Ouazalé, où la population voulait à tout prix en découdre avec le Rwanda. Mais malheureusement, on voit quelques candidats qui sont capables de faire le même discours. Parce que c'est le Congo qui est agressé. Et le chef de l'État a récupéré la situation pour dire, voilà, ces gens-là, ce sont des candidats de l'étranger. Est-ce qu'il a raison de dire ça, le chef de l'État? Quelque part, oui. Mais aussi, ce sont des attaques politiques, ce sont des discours de campagne. Hein, vous voyez. Donc, il a quelque part aussi raison. Parce qu'à la phase où nous sommes arrivés, on devait tous regarder dans une même direction. Parce que le Congo est agressé. Réellement, le Congo est agressé par des pays bien connus. Alors, c'est aussi aux opposants de faire la même... Je peux vous parler de la France, par exemple. Lorsqu'il y a... Il y a des chances que Moïse Katumbi soit réellement candidat de l'étranger, puisqu'il ne dénonce pas l'agression rwandaise. Pour dire candidat de l'étranger, c'est encore complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une influence extérieure, que ce soit pour la présidence, c'est celui qui est en place, et pour les futurs présidents de la République, qui compétit pour la présidence. Il y a toujours, vous savez comment le monde est géré par les grandes puissances. Et ces puissances-là ont toujours un mot à dire. D'où, quelque part, il faut amadouer ces gens-là. Et c'est le jeu de tous les politiciens. Mais malheureusement, nous sommes arrivés dans une phase où tous les Congolais devaient avoir un seul langage, c'est-à-dire de dénoncer les agressions. Parce qu'on parle de 19 millions. 19 millions, c'est qui? Ce sont les parents, un parent d'une famille, un enfant d'une famille qui décède. Vous voyez, ce sont des blessures qu'ont les Congolais. Et si aujourd'hui, moi, je suis Congolais, je ne suis pas victime de ça, mais ça peut arriver un jour, parce que c'est ce qui se passe maintenant dans notre pays. Nous devons y penser, nous devons arrêter les massacres. Parce que le massacre, c'est bien quand on dit c'est dans notre famille, mais ce sont des Congolais. Aujourd'hui, ça va embraser toute la République. C'est le moment où il faut dénoncer à la politique. Et c'est pourquoi moi j'ai dit, les présidents de la République n'a pas tout à fait tort quand il dit ce sont des candidats de l'étranger. Et c'est aux
à l'opposition de démontrer à suffisance qu'ils ne les sont pas. C'est-à-dire avoir le même esprit avec les Congolais. Merci, M. Lita. M. Alain Parfait, votre lecture, est-ce que, comme l'a dit M. Lita, le chef d'État n'a pas vraiment tort de dire que M. Moïse Katumbi vient de donner une question des candidats de l'étranger? Monsieur Dan, avant de me pencher sur la question, j'aimerais d'abord préciser des choses majeures par rapport à cette terminologie. La première est que, pour moi, je condamne fermement ces narratifs du candidat de l'étranger en pleine campagne électorale. Je trouve qu'il n'a pas son sens, étant donné que ce dont la population s'attend actuellement, c'est les programmes, c'est les projets politiques, c'est l'offre politique des candidats. Et intégrer ce genre de rhétorique dans l'espace public, ça va distiller rien que la haine, la médisance, qui malheureusement va nous verser dans les violences verbales. Pourquoi ne pas le dénoncer? Bon, je ne sais pas qui doit les dénoncer. Qui est d'abord candidat de l'étranger? C'est difficile à définir. Donc nous entrons là dans une dynamique de débats complexes. Candidat de l'étranger, mais il peut s'avérer que c'est lui qui accuse ou dénonce. C'est celui-là qui est le candidat, ou l'inverse. Donc moi, je ne suis pas un juge, mais ce que je constate, et c'est la deuxième impression que c'est, on dirait que les débats politiques vont nous ramener vers les bas. Vous savez, après 3 cycles électoraux, je m'imagine que nous avons un électorat assagi qui est prêt à faire un choix politique clair et transparent, et non pas un électorat que l'on voudrait tirer comme un mouton de Panurge justement dans ce qu'on peut appeler dans une distraction. Candidat de l'étranger, c'est une terminologie que je n'aimerais pas. Vous aussi, en tant que média public, bien que je n'en ai pas le droit, je vous refuserai cela, parce que tout le programme, tous les massacres que nous constatons justement après chaque cycle électoral dans plusieurs pays, notamment le Kenya, pour ne citer que les cas les plus récents, ont été animés par ce genre de concepts, ont été alimentés par ce genre de narratifs. Donc il faut vraiment faire très attention, et en tant que responsable, je ne permettrai pas à mon pays de pouvoir s'hasarder d'aller dans ce sens-là. S'il n'y a pas un discours clair, un programme politique transparent que l'on peut soumettre comme une offre politique auprès des doctorats, et là, je dénoncerai le travail que font leurs officines, leurs cabinets politiques. Mais qu'est-ce qu'ils conçoivent? Je ne peux pas comprendre qu'arriver à cette phase importante du cycle électoral, pendant la campagne électorale, et que le candidat n'ait pas une offre politique appréciable que l'on pouvait présenter à son électorat. Et donc, personnellement, je suis contre ces narratifs. Étant un artisan de la paix, je comprends qu'ils n'ont pas une véritable offre politique à donner à leur électorat. Donc, il ne faut pas qu'on nous distraie, qu'on nous amène sur ces terrains-là. Bien entendu, je peux comprendre que durant ce genre de plébiscite, il y a toujours des glissements langagiers, mais cela ne va pas nous permettre, nous occasionner que nous passions beaucoup de temps à ces lapsus qui auraient été émis par un candidat, et dire qu'il est tel est candidat de l'étranger. Mais tous ces candidats sont passés au peine fin par les institutions judiciaires, ils sont passés par la CNI. Mais c'était à ces institutions-là de pouvoir détecter tel ou tel candidat est véritablement au service de l'étranger. C'est-à-dire qu'il a peut-être un passeport non congolais. Et donc, nous ramener vers ces débats-là, excusez-moi, ce n'est qu'un point de vue, je trouve que c'est trop bas pour des si beaux, merveilleux intervenants que vous avez invités ici, de pouvoir pérorer sur une telle thématique très dangereuse et pernicieuse. Merci beaucoup. J'ai agi par rapport à ça. Allez-y. Bon, en fait, vous devez savoir, je vous informe, je suis politique de formation. Quand le chef de l'État utilise ces narratifs pour attaquer son interface ou
son potentiel, comment dirais-je, Challenger politique. Je pense qu'il faut, quand on fait une campagne, il faut évaluer aussi les niveaux des électeurs. Platon disait la démocratie c'est un régime déplorable où tout le monde pouvait voter, même s'ils n'ont pas l'analyse exacte. La personne qui va voter, elle a quelle capacité d'analyser? Et nous connaissons les niveaux réels de notre processus. Je ne les insulte pas, mais j'ai dit on doit être objectif en tant que scientifique. Ouais. Et quel est ce programme-là qui serait retenu par la population congolaise? Certes, pour le chef de l'État, c'est son bilan qu'il doit défendre. Qu'est-ce qui a été réalisé? J'ai parlé ici des 4 grands secteurs. Politique, défense, sécurité. Est-ce que sur le plan sécurité, il faut l'interroger sur ces grandes questions. Mais au-delà de ça, les politiques, il y a les côtés séduction, parce qu'on doit séduire quand même son électorat. Voilà. Et c'est là où je comprends, il peut utiliser les termes comme candidat de l'étranger, parce qu'au moment où le pays est en train de se battre pour sortir d'une emprise extérieure. Vous le comprenez? Oui, je le comprends. Et puis après, je ne dis pas forcément que Moïse Katumbi est un candidat de l'étranger, mais c'est aussi un moyen de booster, de pousser tous ces candidats aussi à dénoncer. D'accord. C'est pas forcément. Il faut bien analyser, je pense. Non, c'est pourquoi je voudrais profiter de cette tribune pour lancer un appel pathétique aux responsables politiques, parce que il faut, comme on dit en politique, il vaut mieux prévenir que guérir. Cette tendance, ce genre de rhétorique, peut-être vous ne le savez pas, ça peut vous amener très loin. Surtout pendant la période post-électorale, justement, après la publication des résultats électoraux. Parce que durant ces moments de plébiscite, certainement, certains challengers politiques vont frustrer plus de Congolais et qu'à l'issue de ces scrutins, s'il n'y a pas des résultats qui ressembleraient à la vérité des urnes, ça peut faire capoter la paix sociale. Et c'est très dangereux de pouvoir admettre, nous en tant qu'intellectuels, en tant que responsables, je l'imagine aussi pour mes compatriotes qui sont avec moi sur le plateau, nous ne pouvons pas tolérer cela. Je peux bien comprendre qu'il y ait eu des failles dans leur machine communicationnelle, mais on ne peut ça, pas... C'est pas une faille, ça c'est une stratégie bien arrêtée. Voilà. Pardon? Bien ciblée. Ça c'est pas une faille. Quand on dit candidat à l'étranger, c'est pas une faille. Non, mais la stratégie... C'est ce qu'on appelle l'approche agressive. Écoutez, cher ami, nous sommes des responsables. Je veux bien qu'on utilise plusieurs stratégies, mais elles sont plusieurs. La meilleure stratégie d'ailleurs pour moi, c'est de venir présenter votre programme. Peut-être pour quelqu'un qui va faire une analyse bilantaire, on lui va dire, moi j'ai exercé le pouvoir, les quinquennats pendant 5 ans, voici ce que j'ai réalisé. Parce que tout le problème c'est quoi? Cette campagne c'est une sorte de monologue. C'est celle, les politiciens viennent parler. Donc dans la campagne, il faut écouter aussi votre base électorale. Il faut écouter les desiderata venant de votre base électorale. Il ne suffit pas seulement de créer une stratégie, mais qui peut faire couler du sang après. Merci beaucoup. Amis. Merci beaucoup, monsieur Alain Parfait. Monsieur Thierry Moukele, vous avez parlé d'un abus, d'une diversion. Qu'est-ce que vous suggérez pour que justement le peuple puisse élire ceux qui méritent d'être vraiment élus? Bien, je voulais d'abord réagir aux propos de Charles, parce que je pensais qu'on devait quitter le subjectif. Hein? On devait rester dans l'objectif. Quand lui dit que il n'a pas entendu les autres candidats condamnés. Condamner quoi? Et condamner qui? Quand nous prenons Moïse Katumbi, nous l'avons suivi sur France 24 et RFI. Quand lui dit que les autres n'ont pas cité, mais nous avons entendu ce Moïse-là citer le Rwanda, le M23. Pendant cette campagne ici à Goma, Moïse a bien dit, je ne serai pas un papa qui pleure. Je viens pour vous donner des solutions. Les gens de EAC ici, qui nous les a amenés, c'est lui qui a amené les étrangers pour venir vous assujettir. Nous ne serons pas d'accord avec ça. L'avion qu'il utilise, moi je ne veux pas utiliser cet avion. Je vais utiliser tel type d'avion. Il s'est adressé aux gomatraciens, tel que Alain est en train de dire parfait. C'est ce que nous, justement, nous voulons éviter. Que des grands leaders de cette trempe-là amènent les populations plus tard à une collision.
La campagne électorale, c'est un moment de fête. Dans d'autres termes, on peut dire pendant la campagne, c'est la parade, les cortèges, c'est l'ambiance. Et le 20 décembre, si jamais il y a élection, c'est le jour de la grande fête. Quand les gens vont dans les urnes, quand les gens quittent les urnes, on célèbre. Et quelques jours après, on attend les résultats, nous avançons. Mais ce genre de langage, ça ne nous avance pas, ça ne fait pas avancer. Mais Attendez, je vais toujours chez Charles. Quand vous partez de Maniema jusqu'à la province orientale ici, Maniema d'abord c'est une ancienne province du Grand Kivu. Tout le Grand Kivu c'est arabisé. Tout le Grand Kivu jusqu'ici c'est arabisé. Vous allez trouver des 100% Congolais là-bas, depuis le Maniema jusqu'ici à la province orientale. Ça dit que vous êtes sur une fausse piste quand vous allez attaquer ce genre de gens. Quand vous prenez la loi Tchani, vous ne passez pas de Maniema jusqu'à la province orientale. Candidat étranger ou de l'étranger? Que ça soit étranger ou de l'étranger. Parce que j'ai parlé de la loi de 2004. Sur les 25 candidats ou 26 candidats, il n'y a aucun candidat étranger. Parce que la loi a défendu tous les candidats. En ce qui concerne ce candidat dit de l'étranger, nous disons que nous travaillons nous tous avec l'étranger, qu'il soit congolais, qu'il soit africain ou qu'il soit au niveau international. Je suis d'accord avec Alain. Quand nous restons dans ce que le peuple a besoin de consommer. Qu'est-ce que vous auriez aimé vivre dans cette campagne en termes de communication des candidats? Quel est l'idéal? Déjà au regard de la population, cette population qui est généralement attachée à une certaine origine régionale, origine anthropologique. Ce sont des faussetés qu'on attribue malheureusement à la population. Il n'y a aucune étude sociologique qui démontre cela. Prouvez-moi le contraire. Aucune étude sociologique oui, qui démontre que moi, je connais quelqu'un comme le professeur Takizal a été voté, du Bandundu a été voté à Lubumbashi en 2006. Le feu, l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, paix à son âme, il est mort il y a quelques années, a été élu au Nord Kivu à Goma. Il est du Congo central. Comment justifierez-vous ce choix-là d'ordre ethnique ou sociologique dans les chefs de la province congolaise? Moi, je connais, nous avons parcouru toutes les provinces ici. Moi, j'ai des amis dans d'autres provinces. Ils me considèrent comme, que je sois à Lubumbashi ou à Goma, je me considère comme je suis chez moi. Donc, il n'y a aucune apparence ethnique ou sociologique dans les chefs de la population que l'on attribuait faussement. Je vais vous revenir incessamment. Mais je n'ai pris qu'une minute. Je vais vous revenir à vous. Allez-y. Alors, donc, je disais que nous devons faire un effort. Nous devons faire un effort pour que nous puissions rester dans l'objectivité et qu'on présente des programmes, que l'on se batte sur des programmes. Cela, il a parlé des 4 piliers. Mais jusque-là, on n'a pas défendu ces 4 piliers. Sur les 4 piliers, sécurité, qu'est-ce qu'on a fait? Économie, qu'est-ce qu'on a fait? Maintenant, nous allons faire ça. Eux, ils ne sont pas capables de le faire parce qu'ils n'ont jamais travaillé. Vous pensez que rien n'a été fait? Merci beaucoup. Non, je ne dis pas que rien n'a été fait. J'ai dit que nous devons... Prenons un exemple. Je vous donne un exemple. Je chute. On induit le candidat numéro 20 en erreur sur la gestion du gouverneur Moïse Katumbi. Mais on n'a pas tous les éléments. Je ne dis pas que Moïse Katumbi avait bien géré. Mais sur toutes les attaques contre Moïse, il y a une réponse avec vidéo. Quand il parle de la SNCC, on montre les images de la SNCC. Quand il parle de l'aéroport de Kolwezi, on montre les images de Kolwezi. Donc, il faut en communication que vous ayez cette capacité-là de comprendre et de connaître. Merci beaucoup, monsieur Thierry Mukele-Kele. J'espère que vous ne défendez pas un candidat. Alors, non. Monsieur. Malheureusement, c'est un plateau politique maintenant. Faut assumer, c'est un plateau politique. Non. Quand lui a parlé... Pas pour lui. On est obligé. J'avais dit il fallait qu'on reste dans l'objectif. Mais lui, quand déjà il parle du candidat 20, il dit ce qu'il a fait.
Et il dit qu'il a dit. Pratiquement, on doit suivre le... Si l'exécution est permis, alors on transforme ça en un plateau politique directement. Non. C'est ce que j'ai voulu éviter aujourd'hui. Je sais que mon compatriote est très prêt à engager cette bataille-là. Non, malheureusement. Ouais. Je suis très jaloux de ma position. J'aime rester objectif comme ça que d'entrer dans les politiques. Mais moi aussi, je suis scientifique, donc j'aimerais les rester. En fait, je voulais revenir sur un élément. Oui. Croyez-moi, la culture de vote, je sais que vous demandez, il n'y a pas d'études. Moi, je peux vous le dire si vous voulez. Après, je vais vous donner. Moi, je travaille dans le domaine de la communication. Des études actuelles. Je te dis que ça fait plus de... J'ai 17 années de carrière. Je te dis que la plupart du temps, dans les études commandées, le Congolais a un repli sur soi. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. La preuve, même dans notre politique de gouvernance, on a intégré ces dimensions-là, de la géopolitique dans la répartition, dans l'équité dans la gestion de la République. Crois-moi, dans la plupart des cas, cet élément est revenu. Ce n'est pas un fait anodin. Ne dites pas que c'est faux. Croyez-moi. J'ai un point de vue contraire. Si, je comprends, c'est un point de vue. Une documentation scientifique prouvée aussi. Non, si vous voulez prendre, je vous dis que dans le contexte, surtout dans l'approche des gestions, il y a toujours des exceptions. Vous êtes resté là, moi je vais vous citer beaucoup de gens qui ont été gouverneurs à gauche, à droite, particulièrement pendant la période de Mobutu, parce qu'ils voulaient briser cette réalité-là avec la politique des non-originaires. Parce que c'est nous, dès le départ. Et le bonheur, c'est qu'on a eu un dirigeant qui a voulu rompre avec cette culture-là, par la politique des non-originaires. Il a fait quand même un travail qui, de temps en temps, a porté de fruits, même si on est retourné à la case de départ après. Vous ne me direz pas que, quand on a pris l'optique d'aller sur cette politique-là, avant, il n'y avait pas d'études. Le Congo est une mosaïque. Et on est souvent replié sur soi. Mais le bonheur, c'est que le Congolais, c'est réfléchir sur la question de l'intérêt collectif. Ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré les velléités de la balkanisation, le Congo, il est difficile de pouvoir rompre. Je sais que je suis peut-être... je prends un exemple... ça contredit votre thèse. Non, ça ne contredit pas, vous ne comprenez pas. Le Congolais est attaché à cette valeur de la nation. Mais quand il s'agit de choisir pour des questions de gestion, il pense souvent de chez lui et de ses origines. Ça, c'est, je peux, si vous voulez, moi j'ai toute une documentation sur ça. Moi, je suis contre ce point de vue-là, parce que c'est justifié. Mais vous me laissez, je l'ai démontré par l'élection de M. Condé. Vous ne respectez pas la parole des autres, c'est ça le problème. Ah oui, excusez-moi, je voulais juste préciser ça. En une seconde, je voulais préciser. Vous ne pouvez pas préciser dans mon temps. J'ai perdu. C'est du pugilat, c'est pas un plateau politique. Est-ce que vous pouvez lui demander d'attendre? Quand il parle, on le laisse parler. Non, je voulais juste préciser que c'est le feu Condé Vilakikanda qui a été élu à Goma. Voilà. C'était juste ça. Ça démontre tout. Mais quand vous parlez de ça, Vilakikanda, avant de trouver, je vous ai dit ça. Vous savez que Vilakikanda, il y en a plein. Les exemples sont légion. Moi, je peux vous en citer jusqu'à 5. Ne restez pas dans les exceptions pour annuler une thèse. Mais c'était les cas. Donc les Congolais, les programmes de société, les projets de société ne valent pas grand-chose. Si, ça valent quelque chose. Vous savez pourquoi? Pourquoi? C'est la nuance où on n'arrive pas à faire. Le problème, c'est que le Congolais a d'abord pour base naturelle, chez lui. La preuve, regardez même dans le débat, on vous dira que là-bas, c'est chez lui, naturellement. C'est-à-dire, on a l'impression que, puisque je suis de là, naturellement, les gens vont me voter parce que je suis fils du terroir. Ça, c'est une logique congolaise. Un peu comme... Même dans la répartition de la cartographie politique, on te dira que le Katanga, c'est d'abord le fief de Moïse Katumbi. Vouloir aller là-bas et drainer de foule, c'est lever la front face à un notable du coin. Ça, c'est la logique congolaise. Des exemples qui contredisent cette thèse, il a parlé de... Bien sûr, c'est tout à fait faux. Je ne sais pas cette argumentation. Ça c'est révolu. Monsieur les Turdou, Fayoulou a béni en 2018. Non, je le démontre clairement. C'est un débat. Est-ce que vous pouvez... D'abord, la preuve... Est-ce que vous pouvez arrêter de vous agiter? Non, je ne m'agite pas, cher ami. Quand vous parlez, vous sortez, vous débitez vos thèses. Personne ne vous contredit. Vous aurez votre temps de parole. La parole m'a été accordée par qui vous l'a accordé? Il vous l'a pas accordé. C'est bon, allez-y. Vous avez la parole, mon cher ami. Allez-y. C'est pourquoi je vous avais dit, quand vous m'avez appelé, vous m'avez dit que c'était un plateau neutre, on va faire objectivement, mais je me rends compte que c'est un plateau politique. Non, c'est pas politique. On n'est pas dans ces Je ne défends aucun candidat, cher ami. Nous avons quand même la liberté de réfléchir. S'il vous plaît. Oui, vas-y, allez-y. La liberté de la réflexion est une notion où, au-delà, vous avez la liberté de réfléchir. Laissez aussi les autres réfléchir. Vous ne voulez pas les autres réfléchissent. Allez-y, cher ami. Allez-y. J'ai même oublié la question de Dan, à force de m'interrompre à tout moment. Vous voyez? Je peux Ça, c'est t'aider. pas un débat. La question, il continue à parler sur ma foi. C'est dommage. Quelle indiscipline, ça? C'est dommage. Malheureusement. Laissons les temps. C'est pas sérieux. S'il vous plaît, Je vais revenir sur 2 éléments. Je crois que je vous ai déjà dit
S'il veut, après, il va aller voir, je ne sais pas quand il me dit documentation, il a l'exemple d'une exception. Le problème n'est pas à ces niveaux-là. Je ne rentre pas dans les questions d'ordre politique et je crois que les Congolais qui nous suivent sont parfois intelligents, ils le savent. Et je parle, M. Thierry Moukelekelo, qui est en face de moi, est un communicologue, il sait de quoi je parle. Et en dehors de ça, je voulais revenir sur deux notions. Je suis pas d'accord quand il dit que la campagne est une période de fête. Non, ce n'est pas le cas. La campagne est une période de bataille. Ce n'est pas une période de fête. C'est loin d'être un carnaval, c'est loin d'être une journée de valse. J'aurais un point de vue. Je vous ai dit ici que moi, j'ai beaucoup de choses à reprocher dans l'orientation communicationnelle, mais ma foi, si c'est sur les questions de la stratégie, la communication pendant la période des campagnes a deux volets. Il y a cette communication pédagogique où on va pour des raisons d'adhésion, mais il y a cette campagne aussi pour pouvoir descendre les argumentaires utilisés contre soi par son adversaire. C'est l'approche agressive. Et l'approche agressive, pendant la campagne, vos faiblesses seront exploitées. Ce n'est pas une invention congolaise. Ailleurs, on va même plus loin. Je vous citerai l'exemple des Fillon. On est allé fouiner dans sa vie passée pour pouvoir le détruire politiquement. Ce n'est pas une invention congolaise. Je veux bien qu'aujourd'hui, on fasse évoluer la mentalité congolaise. Je suis de ceux qui estiment que, je crois que la meilleure façon d'améliorer la qualité des débats publics, c'est rester sur ce qu'on doit faire. Mais il y a un problème. Le problème se situe à quel niveau? Le problème se situe au niveau où on a tendance à se concentrer sur le 30 jours accordé par la centrale électorale, cette période de cristallisation électorale, pour pouvoir justifier. Or, la campagne électorale ne commence jamais là, ma foi. La campagne commence avant. Aujourd'hui, regardez, depuis qu'on a commencé, vu que la CENI a commencé à travailler, du dépôt de la candidature de chacun jusqu'à aujourd'hui, quels sont les arguments utilisés? Je vous ai dit que cette question est collective, que ce soit par celui qui veut celui qui est candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi, que ce soit Moïse Katumbi qui a une équipe, une machine communicationnelle très efficace, que ce soit de l'autre côté, Eric de Denis Mukwege, j'ai été avec lui ici plusieurs fois sur le plateau, vous connaissez ma foi, le langage utilisé. La dernière fois, j'ai tenté de lui faire comprendre, lui ramener à la raison que quand vous êtes porte-parole de quelqu'un d'aussi scientifique comme Mukwege, changer d'approche par peur de ternir son image. Ce problème est collectif. Or, dans la campagne électorale, je chute. N'interdisez pas aux autres d'exploiter votre faiblesse. La meilleure des choses à faire, c'est de pouvoir utiliser une bonne stratégie pour le contrer. C'est pourquoi vous verrez, quelqu'un comme, je vais dire par exemple, si jamais quelqu'un dans le camp de Félix Tshisekedi se permet de traiter Moïse Katumbi d'étranger, il s'est trahi soi-même. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Il est ici au Congo. Par qui? Il était dehors, le pouvoir Kabila le traquait. Il a co-géré avec Félix Tshisekedi. Comment, quand il faut co-gérer, il faut envoyer le ministre, il n'est pas étranger. C'est quand il faudra compétir en campagne, il devient étranger. C'est pourquoi ils utilisent la nuance des candidats de l'étranger, pour dire qu'il est sous l'influence de l'étranger, quitte à eux de prouver ce qu'ils disent. Mais en réalité, ici, la campagne électorale, surtout dans l'approche, la communication, ce n'est pas les enfants de cœur, ce n'est pas la religion. Merci beaucoup. On vient pour exploiter vos faiblesses, pour pouvoir aussi sortir de la tête. Mais seulement, faisons un effort pour que la raison prenne le pas avant cette approche belliqueuse et sentimentale. Merci beaucoup. Mais en réalité, le Congolais est ce qu'il est. Merci beaucoup. Et c'est la faute de nous tous. La faute de nous tous. Avant de prendre la deuxième thématique, qu'est-ce que vous suggérez, vous, si vous étiez dans l'équipe de communication, non seulement de Moïse Katumbi, du président Tshisekedi, de Moïse Katumbi et Martin Fayulu, parce qu'on l'a suivi également, revenir sur cette question de nationalité également. Qu'est-ce que vous suggérez, vous, à ces différents candidats? Bon, premièrement, pour les camps du chef de l'État actuel ou sortant, c'est des bonnes guerres pour moi, je trouve. Ils ont tenté de mener leur campagne sur ces bases. Et moi, je pense, ils ont traité des subjectivités, mes propos de tout à l'heure, alors que si ils étaient objectifs, ils auraient dû demander aux candidats ou carrément à l'équipe de M. Katumbi d'en saisir l'opportunité, parce que lorsque quelqu'un vous traite de l'étranger et que vous estimez que ce ne soit pas le cas, alors un bon politique, que dois-je faire? Brandir ses pieds, si gentil. Brandir les pieds et puis contre-attaquer
comment dirais Ce sont les questions balayer. de la CENI. Oui, exactement. Il doit balayer scientifiquement, objectivement ses propos. Moi, je pense que ce sont que des bonnes guerres. C'est d'ailleurs l'opportunité pour lui comment dirais-je, de démontrer. Mais déjà, la CENI a validé qu'il était congolais, la Cour constitutionnelle a validé. Non, il faut faire la nuance. Le débat est clos. Non, le problème, ce n'est pas les candidats. On ne traite pas les moyens de l'étranger, mais les candidats de l'étranger. Il y a une nuance. Vous voyez. Quand on dit candidat de l'étranger, ça dit qu'il vient pour servir les intérêts extérieurs. Vous voyez. Alors, c'est au camp de Moïse Katumbi de saisir l'opportunité pour démontrer comment dirais-je, les mensonges ou la subjectivité de l'autre camp. Et moi, je ne vois pas, les mal à ça. Alors, s'ils estiment réellement que ce sont des propos qui vont entraîner la haine, alors c'est de leur responsabilité de démontrer à toutes les... Selon vous, quand vous suivez cette campagne, qui voyez-vous battre bien campagne? Qui voyez-vous prendre de l'avance par rapport à d'autres candidats? Il est difficile chez nous de battre une bonne campagne, déjà par le fait que le niveau du Congolais, le Congolais moyen est trop bas, excusez-moi de le dire. Nous ne sommes pas encore... Mon frère a parlé de clivage ici. Nous votons sur base des affinités amicales et provinciales. Ouais. Et tout ça là, ça ne peut pas... agendrer une campagne qui... On peut avoir un président totalement surprise. C'est-à-dire pas du tout attendu. Bien sûr. C'est sans compter avec la crédibilité du processus. Non, le problème, ce que je veux, c'est que moi, j'ai toujours condamné aux partis politiques. Je pense que si le Congo est à cette étape, c'est parce que les partis politiques ne font pas leur travail. Je donne un exemple. Déjà, les candidats présentés par les différents partis politiques, que ce soit au niveau du pouvoir ou de l'opposition, ils ne sont pas à même de répondre aux questions des vraies questions du pays. Alors ça, c'est déjà les problèmes. Aujourd'hui, vous vous accusez mutuellement. Vous pensez que la solution viendra de ces accusations? Non. Il faut faire le travail dans les fonds. Le travail dans les fonds, c'est de d'abord préparer nos candidats comment dirais-je, qui vont représenter les pays dans les hautes institutions du pays. Il faut faire le travail des fonds, comme ça, les former, les forger. Et même quand ils parlent de leur discours haineux, tout ça, ils n'ont pas été préparés. Le problème, c'est de tirer des évidences, des dividendes par rapport à comment dirais-je, en fait, ce qui compte... Est-ce que suivez-vous un discours convaincant de tous les candidats qui sont en campagne? Est-ce que suivez-vous un discours convaincant, un discours fédérateur, un discours qui, dans un État où des citoyens rationnels peuvent adhérer à ce... Sincèrement, il n'y a pas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas, mais il y a aussi... C'est tout à fait évident, parce que je l'ai dit, si les lecteurs n'est pas en même de comprendre la bonne campagne, on dit les peuples méritent son chef. Alors, quel est le type de population que nous avons au Congo? Et les discours doivent s'adapter avec la population. Et je pense, je l'ai dit, ce n'est pas pour ces élections, nous devons faire un travail de fond, surtout les leaders politiques, les détenteurs des partis politiques. Les Congolais, oui, voilà, on doit former. Jamais, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Jamais. Tu sais qu'il n'a pas été élu sur base d'un programme. Vous savez la preuve. Non, c'est pas les programmes. Moment on parle. C'est pas les programmes. Il suffit que Dollar et Kitaka Tatine à 19. Pour eux, c'est un argument de taille pour pouvoir voter quelqu'un. C'est ça le Congolais. C'est-à-dire qu'ils votent sur des contextes, sur des questions conjoncturelles. Le structurel n'est pas dans l'ADN. Oui. Dans l'ADN du Congolais. Concluez. Vraiment, je conclue. Je suis vraiment appelé à réagir parce que je conclue. Je vais juste demander aux politiques de préserver la population de ces spectacles-là qui entraînent jusqu'à la haine. Il faut commencer d'abord à la base, préparer ces partisans. Et ce sont ces partisans qui vont relayer l'information à la population et orienter la population vers des bonnes analyses par rapport au programme. Merci beaucoup. Compte tenu du programme de communication, candidature de l'étranger, voyez-vous un candidat qui bat campagne avec un programme qui soit convaincant, un candidat qui soit celui qui est en train de fédérer un programme qui attire, qui séduit? Voyez-vous de tous ces candidats-là, un candidat qui est dans ce profil-là? Oui, avant d'y répondre, j'aimerais préciser une chose très importante parce que ce que venaient de dire des amis là, des co-débatteurs, en fait, relève d'une affirmation faite il y a plusieurs décennies passées
par celui qui a fait ce qu'on appelle une introduction à la politique congolaise. Et de par ses analyses déjà, bien avant les années 60, donc à l'indépendance, il avait conclu, et c'est cette conclusion, c'est leur thèse, malheureusement, qu'ils sont en train de véhiculer, que le Congolais vote sur base ethnique. Non, le Congolais a largement évolué pendant plus de 5 décennies, parce que c'est vrai, nous avons passé par une crise, ce qu'on appelle une crise d'État. En anglais, on appelle ça des failed states. Donc, au moment où lui, le politologue, comme moi, le sait, dans les processus politiques, sûrement il y a des problèmes, des contingences, des conjonctures économiques qui affaiblissent même les fonctions de l'État, les fonctions régaliennes de l'État. Donc, où l'État n'est pas à mesure, par exemple, d'assurer l'éducation, la santé, ce qui affaiblit les fonctions régaliennes de l'État. Chose qui fait qu'aujourd'hui, la population appauvrie, la population ramenée à un niveau de vie misérable, n'a pas les choix légitimes comme vous le pensez là les faire. Mais dis-moi, ce qu'il faut souligner, la population aujourd'hui, même à l'aide des nouvelles technologies, est informée des situations. Moi j'arrive, peut-être ils n'ont pas fait le terrain comme moi j'arrive dans des situations, dans des endroits où les plus reculés de la République, lorsque tu entends une réflexion, une sagesse émanant d'une personnalité, bien que vivant dans des conditions misérables, mais tu te dis, mais les messieurs informés, si on lui accordait une très bonne information politique, parce que le rôle aussi des partis politiques, c'est de diffuser de l'information, c'est-à-dire, par exemple, sur le processus électoral, comment opérer un choix sur un candidat. Ce travail-là, c'est les partis politiques, c'est les regroupements politiques qui doivent le faire vers leur électorat, vers leurs électeurs, pour procéder à ce choix-là, qui est un choix légitime. Alors, sans ce travail-là, vous ne pouvez pas revenir pour dire, voilà, le vote a été clanique. Évidemment, il faut aussi revenir sur les questions de transparence. Quand on parle de dans fief les électoral. Exactement, dans l'intégrité. Non, les fiefs électoraux, il y a des choses à dire, hein, parce qu'on sait comment les élections se déroulent. Surtout lorsqu'on était dans les temps impériens. Lorsqu'on était dans les temps mondiaux. Voyez-vous Moïse Katumbi être élu massivement dans les Mais Martin Fayoul a été élu massivement en 2018 à Béni. Vous allez justifier ça par un choix ethnique? Je ne crois pas. Alors qu'il y avait d'autres candidats de cette partie-là de l'Est. Il y a tant d'exemples comme ça que l'on peut, qui peuvent nous aider à mettre en branche leur thèse là, qui est une thèse farfelue que je n'approuve pas, malheureusement. Alors, pour chuter, excusez-moi, j'aimerais chuter en précisant ceci à nos amis. Nous ne sommes pas plus à ce niveau-là. Le niveau où nous nous trouvons maintenant en tant que responsables, en tant qu'intellectuels, nous devons dire, rappeler nos opérateurs politiques à l'ordre. Leur dire, ils ont des partis politiques. Certainement, ils font partie aussi de certains partis politiques. Leur mission, c'est d'aller à cette base-là électorale. Les préparer à faire un choix judiciaire et clair, au lieu de les condamner ici. Pour quelqu'un qui n'a pas été informé, qui n'a pas été rodé au moment, comment opérera-t-il un choix? Quelqu'un qui n'est pas bien informé, comment peut-il le faire? Bien sûr, vous n'allez pas revenir aujourd'hui sur un bon plateau, dans un bureau, dans un plateau climatisé, dire non, voilà, le vote a toujours été ethnique. Non, c'est faux et contre faux. Peut-être souvent, pas toujours, mais peut-être non. souvent. Parce que là, moi, je peux vous ramener même sur une analyse de la crédibilité de ces processus-là électoraux. Ça sera un autre débat. C'est pas le débat du jour. Hein. Parce s'il faut passer au peine fin ces processus électoraux, vous verrez qu'il y a eu dans certains, comme on l'a vu dans l'histoire électorale, certains bureaux qui ont connu ce qu'on appelle des bourrages de votes. Ça ce n'est plus un secret. Certains régimes politiques ont fait pratiquement les choix communistes pour désigner certains députés qui ont trôné dans le Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Donc, ce n'est pas à d'autres populations que je respecte, énormément, puis jeter cet anathème-là. Anathème. Oui, malheureusement. C'est une malédiction, ça. Bien sûr. Monsieur Thierry Mukele, je crois qu'on va commencer avec vous. On va clore. Déjà, parce que la régie, ça file très vite. Hein. On est presque à 1 heure déjà. Mais le deuxième point n'a non, pas mais été c'est parce que abordé. le respect de temps de parole, c'est tout.
Monsieur Thierry, voilà, Ça se gère. la régie nous augmente quelques minutes. Alors, monsieur Thierry Mukele, en 4 minutes, pour permettre à tout le monde de parler, voyez-vous, vous suivez l'actualité électorale, voyez-vous un candidat qui propose un programme ou un projet qui soit un projet séduisant, un projet sous base duquel la population peut éventuellement le choisir? Bien, honnêtement, jusque-là, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de programme. Mais les colibés entre acteurs politiques favorisent un camp et défavorisent l'autre camp. Quand vous suivez l'intervention de l'honorable Vital Kamerhe, où il attire l'attention de ses partisans, de ne pas négliger l'adversaire. Et il dit que Kabila avait l'armée, Demiap, Aner, tout. Mais référez-vous de ce qui s'est passé. Ça dit qu'il comprend, il voit l'enjeu et il voit l'adversaire en face. Il y a un deuxième député, toujours de l'Union sacrée. Je ne sais pas si c'était une caméra cachée, où il s'adresse au candidat ministre des Infrastructures. Il lui dit que je suis de Mwenga. Je ne suis pas encore allé à Mwenga. Mais il y a notre adversaire de taille, selon ces termes, qui vient de Mwenga. Et lui propose qu'il va leur arranger la route. Maintenant, vous, le ministre des Infrastructures, on vous disait cette histoire des routes. Aujourd'hui, qu'est-ce que moi j'ai représenté à Mwenga? Vous comprenez? Ça dit que quand nous sommes en communication, il faut tirer très attention avec ce que nous sommes en train de sortir. L'autre adversaire, il ne prend que ce que vous vous dites et ce que vous faites, il le donne à la population et la population conclut. Juste une question. Vous dites que certains colibés profitent à un candidat au détriment de l'autre. C'est quel candidat qui profite du colibé? Bon, jusque-là, je suis en train d'évaluer. On est à une semaine. Les choses vont se dessiner cette semaine. Parce qu'on a vu, tout le monde a drainé des masses et des foules. Maintenant, il faudrait que le candidat A quitte son camp qu'il a visité pour aller dans le camp du candidat B. C'est-à-dire, le candidat numéro 3 doit aller dans le camp où le candidat numéro 20 est passé, et le candidat numéro 20 doit aller dans le camp où le candidat numéro 3 est passé. Nous allons maintenant évaluer. Parce que présentement, chacun a fait son coin. Ils ne se sont pas fait le chiasma. Vous avez posé la question du Kasaï. Vous savez, cette histoire du Kasaï a toujours rendu mauvais service aux Kasaïens. Bien sûr. On parle des Kasaïens, c'est comme qui dirait quelqu'un a le monopole des Kasaïens. Mais le fief électoral, c'est non, une réalité. s'il vous plaît, l'ancrage dans un coin donné, oui. Mais le fief électoral n'appartient à personne. Non. Attendez. Qui peut battre aujourd'hui? N'allons pas dans le subjectivité. Mais c'est une réalité au Moïse Katumbi, regard des élections de 2018. regardez, Moïse Katumbi en 2007. Par cartographie. Regardez, Moïse Katumbi en 2007. Oui. Dan, Moïse Katumbi en 2007. Dès qu'il est gouverneur, c'est la personne qui a aidé le Kasaï dans l'ensemble à recouvrer ceux-là qui ont perdu leurs biens dans le Katanga. Vous n'allez pas parler en mal de Moïse chez des vrais Kassaïens. Et ça, ce sont des réalités, que ça soit sociologique ou quoi. Et dans tout le Katanga, c'est comme ça. Et même au Kasaï, Ngoï Kassanji est témoin. C'est pourquoi nous disons qu'il faut éviter cette question-là de dire que ici, les Kassaïens ne vont pas voter tel. Ici, non, c'est faux. Les candidats ont le droit d'entrer... Le vote n'est pas clanique. Fayoulou Bandoudou, non. Tshisekedi au Kasaï, Katumbi au Katanga. Non. C'est pas régional. On parle d'ancrage sociologique, oui, on accepte. Mais pourquoi Fayoulou, à Chikapa, on lui a jeté quelques pierres, mais quand il arrive à Kananga, ce sont les Kanangais qui parlent en Chiluba en lui présentant leurs difficultés.
Ah, merci Et beaucoup. il fallait interpréter maintenant à Fayoulou ce que les autres disent en Chiluba. Merci beaucoup. Donc ce sont des Le faussetés. temps. Le temps, j'ai pas Laissez vu. tout le monde aller sur les terrains. D'accord. Et après, nous allons faire... Merci beaucoup. Une n'ai pas vu l'heure évaluation. passer. Monsieur... Non, vous venez de parler. Monsieur Mike, la question du vote sociologique, la question du vote régional, clanique, la question du fief électoral, je vous ai suivi tantôt parler que c'est ça la réalité C'est une des réalité, votants, c'est comme une on dit. réalité coulée même sous forme de loi et devenue un modèle de gestion chez nous. Je vais vous faire par un exemple. Je comprends que avant de contredire une thèse, il faut en apporter les preuves, pas des éléments d'exception. Je vais vous expliquer pourquoi les Congolais votent de manière clanique. Ce qui est à isoler de la dimension de la notoriété qu'un autre politique peut avoir dans différents coins. Je vous donne un exemple. Il est impossible, j'affirme en vous regardant, impossible, et ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la RDC de gagner la présidence sans alliance. Personne n'a jamais gagné l'élection présidentielle, personne n'a jamais atteint ces dimensions sans pour autant aller dans la dynamique des alliances et tenant compte de la géostratégie. Je dis bien personne. Ici, c'est quoi le besoin? Le besoin, c'est le besoin d'adhésion. Le caractère régional dans l'option de vote, c'est défini aussi soit après le vote, soit après les nominations. Exactement. Quand on finit de mettre en place le pouvoir exécutif, lisez-moi le nombre de communiqués de communautés, le nous. Originaire de... Nous remercions le chef d'État pour avoir. Deuxième élément. En fait, je suis en train de chercher comment le rendre simple dans la réflexion. Vous voulez contredire une thèse qui existe, qui continue à persister, amenez-nous d'autres éléments de preuve pour nous justifier le fait. On m'a dit ici que Fayoulou avait obtenu beaucoup de voix à Béni. Mais c'est logique, vous savez pourquoi? On me dit qu'il y avait un candidat de Béni, c'était qui? Du Kivu, à l'élection présidentielle de 2018. Il n'y avait pas. C'était qui? C'est Béni est aujourd'hui, au regard de la situation, C'est exactement ce que je voulais ce qu'on dire. qualifie de floating vote dans la mentalité électorale. Il existe des zones où le problème de le caractère notable de quelqu'un n'est pas un gage sur l'approche électorale. Et ça s'explique, et c'est dans un contexte particulier. C'est une particularité. La partie Est est aujourd'hui ce qu'on appelle en langage électoral un floating vote. Ça échappe à la règle. C'est ça la réalité de choses. Autre chose, pour vous expliquer que cette réalité ne nous a jamais quittés jusqu'à maintenant, parce que dans la mentalité politique, réfléchissez, vous verrez, essayez d'analyser, vous verrez, que même dans le rôle qu'on donne dans le fonctionnement des agrégats politiques, aujourd'hui, pourquoi Moïse Katumbi est le challenger direct, même quand vous allez dans le sondage? Pourquoi la bataille se joue entre Katumbi et Tshisekedi, pas Denis Mukwege qui peut jouir de toute sa notoriété nationale et internationale? Pourquoi? Pour finir. Parce que dans la notion politique, vous vous rendez compte que Moïse Katumbi a fait le travail 2 ans avant ce processus électoral. Il a implanté Ensemble pour la République partout en mettant à la tête de chaque entité un responsable qui a l'ancrage dans son coin, dans son fief. C'est ce qu'on appelle la notion de l'adhésion. Merci beaucoup. Ça dit, quand on veut parler d'une culture, interrogez les éléments de fond. Quand on vous dit que c'est clanique, ce n'est pas isolé que de trouver quelqu'un dans le Congo central, pour une raison ou une autre, vous dire que je pense que Moïse Katumbi est un candidat qui va me plaire. Ne rentrez pas dans les détails parce qu'il y a des intellectuels, on est tous intellectuels. Par exemple, moi qui vous parle ici, nous qui parlons ici, je ne suis pas sûr que chacun d'entre nous est dans cette logique-là. Mais la notion de vote est une notion collective. Et Merci. elle est prise en tant que telle. Merci. Pas de manière isolée, pas de manière individuelle. C'est ça la réalité des C'est ça choses. la réalité. Merci. Avant de pouvoir nous le dire contrairement, vous voulez contredire une thèse qui existe depuis des décennies, amenez-nous une thèse. Moi, j'ai toujours été libre sur la réflexion, je serais d'accord avec vous, mais apportez-moi un élément, un fait probant qui me dise que, voilà, au regard de telle situation, Très bien. Cette contexte a changé. Merci beaucoup. Tant qu'il n'y a pas, c'est pas le cas, ne venez pas mettre en branle une thèse qui prouve encore ses faits jusqu'à preuve du contraire. Oui, sa démonstration, il faut Merci le beaucoup, démontrer. monsieur Alain Parfait. Oui, bon,
Pour finir. J'aimerais d'abord dire ceci, que tout ce qu'il est en train d'avancer là, c'est peut-être parce que il élude l'aspect du contexte historique, justement, de ce qu'on a appelé par le passé la territoriale des originaires. Mobutu a expérimenté cela et on a été à un certain niveau de conscience politique collective sur les champs, sur les champs nationaux. C'est moi qui l'ai évoqué en premier. Pour moi, vous allez dire que je l'ai évoqué parce que je l'ai dit dans ma première intervention. S'il vous plaît. Ah, non, mais respectez quand même mon temps, non, ne mettez mon pas timing. de procuration dans la réflexion de gens, c'est ça. Non, jamais, tu ne l'as pas dit parce que tu n'as même pas fait allusion à cela. C'est moi qui te rappelle la territoriale des origines. Vous parliez, c'est comme si les peuples congolais, les peuples zaïrois d'alors n'avaient jamais expérimenté cela. Nous avons eu quand même un certain niveau de maturation politique dans les chefs de nos citoyens. Les citoyens pouvaient élire quelqu'un qui est originaire du Bandundu, lors des élections, je ne sais pas moi à l'époque, communale ou municipale, qui est du Bandundu, même dans une autre province, comment dirais-je, au Kivu, tout comme à l'ex-Chaba. Donc il n'y avait pas un problème. Je suis un peu sidéré de voir que les intellectuels remontent ces fêtes-là ethniques aujourd'hui pour les coller au choix électoral qu'opéreraient les citoyens dans les élections à venir. C'est tout à fait faux, parce que par le passé, notre peuple a expérimenté cela. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des conjonctures qui ont ramené vers les bas cette conscience politique collective. Une étude qui prouve ça, que voilà... Mais bien sûr, c'est laquelle? Donnez-le nous. Bien sûr, il y a des études. Non, mais parce que lui se fonde sur les sondages. Moi, j'ai pas foi aux sondages, surtout réalisés ici, par les officines politiques. Les avez-vous vu vraiment une société sérieuse s'est fiée aux sondages émanant des bureaux politiques ou des think tanks le danger comme ils le produisent. Donc, je vous parle des études, vous parlez de sondages. Ce qui est vrai, je peux comprendre que suite à l'effritement de l'État, nous avons assisté à une sorte de descente aux enfers de la mentalité collective, mais je ne crois pas que notre peuple fera ces choix-là, évidemment téléguidés par les politiciens, s'il en fait partie plutôt. Pour chuter, parce que je ne veux pas vraiment qu'on passe assez du temps, parce que c'est clair, ça a été démontré déjà. Cette caractérisation-là, j'ai plein d'arguments, on peut continuer à me faire des jours ici sur cela. Et vous n'allez pas me comprendre pour ça, parce que moi je fais des études empiriques sur cela. Vous faites la langue de bois, malheureusement. Donc, permettez-moi, tu peux me sécuriser pour chuter, pour dire que, voilà, donc la caractérisation aujourd'hui de l'ennemi politique, les présenter comme un ennemi de l'étranger, c'est un débat très bas. Sur le niveau du troisième cycle électoral où nous nous trouvons, c'est vrai, on peut utiliser cela dans le cadre, c'est comme il a dit là, une communication agressive, mais il faut préserver aussi la presse sociale. L'élection, en fait, c'est pas la fin en soi. Il y a un temps après les élections, c'est-à-dire qu'il faut préserver la paix sociale. Et en tant que responsable, moi je n'aimerais pas qu'on aille dans ce sens-là. Parce qu'avec la notion comme de l'ivoirité, que nos amis ivoiriens ont expérimenté, vous avez vu là où cela a amené l'État ivoirien, vers les débuts des années 2000. Donc, vraiment, je condamnerai ces propos et j'appellerai les candidats à les présenter leur offre politique, leur programme politique auprès des électeurs. Merci. Monsieur Charles Lita, on va finir avec vous en termes de suggestions. Que suggériez-vous aux acteurs politiques qui sont aujourd'hui en compétition électorale? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour convaincre l'électorat, compte tenu des diversités de culture culturelle congolaise? Bon, je pense qu'on doit veiller aux discours qui vont susciter la haine entre les populations. Mais c'est moi, je tenais à dire à mon frère, on ne discute pas devant les évidences. La réalité est ce qu'elle est. Nous tous, nous militons pour ce que vous dites. C'est-à-dire, on veut une élection où la population sera consciente de ses voix, de la personne qui veut donner sa voix. Mais la réalité est malheureusement... On va poser une question d'ailleurs de savoir si Moïse serait élu majoritairement au Kasaï. Et vous avez répondu à Ben. Et heureusement, Damien a précisé, à Ben, il n'y avait pas un candidat présidentiel à son temps. Non, s'il faut suivre sa logique, il y avait Ralbazani. Non, s'il vous plaît. Il y a toujours des challengers, des potentiels candidats à il y avait Moussa Niamou, si je ne me trompe pas. Il a désisté par la suite. Bon, il a désisté. Ce sont là les évidences. Non, moi, je pense que la réalité est aujourd'hui que Moïse sera élu sans être magicien. Je vous dis que Moïse sera élu au Katanga.
Fali, Etienne Tshisekedi au Kassai et à l'Équateur. Ça, je vous l'ai dit. On peut revenir, je voudrais voir. Ça sont des fausses évidences. Non, on va vérifier. Je ne suis pas magicien, je l'ai dit. Il y a eu 5 cycles électoraux qui prouvent ce qu'il dit. Oui, voilà. Aux politiques, je pense que notre pays est à la merci des envahisseurs. Il est temps que notre discours soit forgé vers l'unité. Je voulais préciser une chose. Nous, Africains, nous ne sommes pas socialistes, nous ne sommes pas libéralistes, nous sommes communautaires. Alors, qui dit communautaire, c'est la famille à la grande échelle. Donc, nous devons veiller à ça lorsque nous portons nos discours. C'est très important. C'est l'unité. C'est l'unité. Ils devons vraiment penser à ça. Je vois qu'il est fini. Merci beaucoup. Heureusement qu'on n'a pas eu un débat politicien. Non, il ne faut pas se voiler la facette politique. Il ne faut pas qu'on se voile. Non, on n'en a pas l'air. On n'en a pas l'air, cher ami. C'était un débat politique. Non, c'est pas politique. Moi, j'ai trouvé ça intellectuel. Vous savez, les dangers, c'est quoi pour notre société? Non, s'il vous plaît, attendez, l'émission n'est pas finie. 30 secondes. Je dois mettre fin à l'émission. Il faut désannoncer, oui. Merci. Donc, moi, je voulais les départager. La ceinture de la ville de Lubumbashi, il y a 30 ans, elle était gérée par des Kassaïens, sans problème. Sans problème. C'est 30 ans après que ces choses se passent. Donc quand Alain essaye d'épiloguer sur ça, moi j'essaye de le comprendre. Et nous devons faire un effort pour que nous rentrions dans cet aspect de choses. Ouais, c'est pas nier les évidences et les réalités actuelles. C'est ça. Quand j'évoquais cette notion, c'était pour le mettre devant un fait accompli que c'est une réalité. C'est une réalité, il faut travailler. Mobutu a tenté de corriger, mais que finalement on est retombé dans le travers du passé. Nous devons évoluer. C'est des évidences, papa. Parce qu'aujourd'hui, ça nous bloque pour rien. Exactement. Merci beaucoup, messieurs, pour la qualité de ce débat. Nous espérons revoir ce casting encore très très bientôt, ici à Congo Buzz Télévision. En tout cas, la notion de candidature de l'étranger, tout le monde l'a condamné. Ça ravive les tensions ethnico-tribales. Je crois que ceux qui nous suivent, certainement les candidats... Il ne faut pas dire ça. Vous n'avez pas dit ça? Ça n'a rien de tribal. Ça n'a rien de tribal. On ne lui traite pas d'étranger, mais candidat de l'étranger. On parle de l'influence de l'extérieur. Oui, Pas lui, parce qu'il est congolais, il a prouvé à la CENI. Oui. Il y a une nuance à faire. Il a prouvé à la CENI. Comment il est candidat s'il n'était pas congolais? Nous devons évoluer, sinon... C'est ce qu'on devons retenir, nous devons évoluer, mais on retient que tout le monde est contre cette notion. Au revoir. Au revoir.